Est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? Oui, vous avez raison, c'est un chameau. Il a deux bosses et non une seule, comme le dromadaire. C'est ce qui les différencie. Mais vous me direz sûrement, monsieur, pourquoi on parle d'un chameau? On est en philosophie et pas en zoologie, alors je vous dirai... Bien vu, on n'est pas en zoologie. En fait, ce chameau n'est pas vraiment un chameau. C'est ce que Gilles Deleuze, le philosophe français, appelait un personnage conceptuel, c'est-à-dire un personnage qui incarne une idée. Donc notre chameau, en l'occurrence, c'est plutôt une idée sur pattes, une idée vivante en quelque sorte, ou plus exactement, une métaphore. Mais une métaphore de quoi, me demanderez-vous? Eh bien, tenez-vous bien, une métaphore de la morale, des vieilles valeurs morales. Cette vieille morale, c'est plus ou moins encore la vôtre. Je ne sais pas au juste quel est votre signe astrologique, mais vous êtes tous en quelque sorte nés sous le signe du chameau. Car que porte le chameau sur son dos selon Nietzsche? Il porte le plus lourd. Et qu'est-ce que le plus lourd? La morale, la vieille morale, la modestie, l'humilité, l'amour de la vérité, la haine du mensonge, l'amour du prochain, l'amour des ennemis même. C'est la morale religieuse en quelque sorte. Mais elle peut bien avoir été laïcisée. Il ne suffit pas de ne plus croire en Dieu pour arrêter de croire au bien, à la vieille distinction du bien et du mal. Les valeurs morales écrasent le dos des hommes et même les plus forts marchent le dos courbé. Ils font pencher, chameaux, chameaux qui portent leur fardeau. Nous n'avons jusqu'ici parlé que de la première métamorphose, comment l'esprit fort qui cherche à prendre en charge le plus lourd se transforme en chameau. Mais ce n'est pas définitif, car il y a la seconde métamorphose. Après s'être fait chameau, l'esprit est devenu lion. Et oui, c'est comme ça. Maintenant, je lance des boules de feu. J'en avais assez des feutres Velleda. Donc, le chameau se transforme en lion. Mais qu'est-ce que le lion, me direz-vous? C'est celui qui dit non. Le chameau disait oui à tout, oui à son maître, oui à la morale, oui au fardeau, et oui à Dieu. Le lion dit non, et il rugit son nom. Le lion est le grand libérateur, la crinière sauvage qui obéit à ses instincts supérieurs et ses instincts de prédateur. Il n'a dit Dieu ni maître, il n'est pas humble. Pourquoi le serait-il? Lui, il est sans pourquoi. Il est force de vie et d'affirmation, il est sans pitié ni compassion. Mais ne croyez pas que le lion est l'ennemi du chameau. En tout cas, pas d'abord. Il est la métaphore du même esprit, l'esprit robuste. Pourtant, pour affirmer sa volonté et sa puissance, le lion doit combattre le dragon qui se cache derrière les chameaux et les ânes, le maître qui exige et dit « tu dois ». Ça vous dit quelque chose? Tu dois? Tu dois être gentil, gentil, et tu dois ranger ta chambre, faire tes devoirs et ta prière du soir. Tu dois travailler, aimer tout le monde, être modeste et travailleur, bien poli. Tu dois, dis bonjour à la dame. Non, je ne dois rien, dit le lion. Je veux exister pour moi-même, je veux dire je et rugir dans le vent. Ainsi, le chameau dit oui, et le lion dit non. Mais ce non n'est que force de négation. Il dit non à l'ancienne morale, mais il n'affirme rien, rien de vraiment nouveau. Pour affirmer de nouveau quelque chose, pour retrouver un oui plus beau, il faut la troisième métamorphose de l'esprit. Et la troisième métamorphose de l'esprit, c'est
Comment le lion devient enfant? L'enfant qui crée des mondes, cet enfant, il est joueur et artiste tout à la fois léger. Il n'est pas écrasé sous un lourd fardeau comme le chameau, parce qu'il sait oublier, libéré par le lion. Il ne craint pas non plus le lion en lui, il joue. L'esprit de sérieux est lourd et lui, il rit, il a un rire doré. Il faut lire le Zarathustra en riant, et le savoir doit être gai. L'enfant qui crée des mondes n'a peur de rien, il est conscient ou inconscient, on ne sait pas très bien, ce n'est pas la question. Il crée et il détruit. C'est un artiste pour qui la peur n'est rien, ni le péché, ni les regrets. Ce sont des possibilités parmi 1000 autres, et lui, il joue et il crée. C'est un artiste, je vous dis, léger. On vous a sans doute déjà parlé du surhomme chez Nietzsche, l'homme de l'avenir, qui se serait libéré de notre médiocrité, mais je ne pense pas que vous l'aviez imaginé comme cela. Le surhomme comme un enfant qui crée des mondes. Reprenons tout cela un peu différemment. En 1883, paraît le premier livre d'Ainsi parlait Zarathustra, sous-titré « Un livre pour tous et pour personne ». C'est un livre étrange, à la fois poétique et philosophique, qui a été écrit dans une sorte de fièvre mystique. Nietzsche a été jusqu'à dire que ce Zarathustra deviendrait le 5e évangile. Zarathustra, pour le philosophe, est le prophète d'un homme nouveau, le surhomme. Ainsi parlait Zarathustra, est une sorte de compilation de ses prêches et de ses discours, quand le prophète descend de sa montagne pour parler aux hommes. Mais pourquoi ce nom, Zarathustra? C'est le nom d'un personnage qui a vraiment existé entre 800 et 1000 avant Jésus-Christ, un prêtre et fondateur de religion. Zarathustra, ou Zoroastre si l'on préfère, signifiait étymologiquement celui qui sacrifie aux astres, ou le maître des vieux chameaux. Troublant, non? Le Zarathustra historique, celui de Perse ou d'Iran, est le prophète, le fondateur du premier monothéisme. Il a établi une différence radicale et marquée entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Or, pour Nietzsche, ces vieilles distinctions doivent être dépassées pour une nouvelle morale et de nouvelles valeurs. Ce qu'un Zarathustra a fait, un Zarathustra nouveau doit pouvoir le défaire. Il ne faut pas croire que la métamorphose de l'esprit en chameau, puis en lion, puis en enfant qui crée des mondes soit un progrès. Comme, par exemple, chez Hegel, où l'esprit se réalise dans l'histoire, même si Hegel et Nietzsche emploient le même mot « Geist » pour désigner l'esprit. Même si la deuxième métamorphose, celle en lion, est comme une négation de la première, et l'enfant, une nouvelle affirmation. Nietzsche ne croit pas au progrès et se moque de Hegel. Le temps qui passe n'est pas plus achèvement que commencement, et tout pas en avant est aussi un pas en arrière. Nietzsche ne croit pas au progrès, mais en une nouvelle réévaluation de ce qui est. Hegel croyait que l'humanité se développait et devenait enfin adulte et rationnelle. Pour Nietzsche, l'avenir appartient aux enfants, comme le passé. C'est d'ailleurs une conception d'artiste. Il y a en le surhomme quelque chose de ces génies qui retrouvent l'innocence dans la joie de la création. Il n'y a pas de progrès, seul l'éternel retour du même, avec de nouvelles valeurs. Pour Hegel, il faut le dire, il est plutôt du poil dont on a fait les vieux chameaux.
que la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer. Parce que l'air de joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah. Puisqu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Si le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.